Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo donc est la suite de notre chapitre sur les oscillations mécaniques, cours de physique niveau terminal. Donc dans la vidéo précédente, on avait parlé des pendules élastiques horizontales et verticales, c'est ce qu'on avait dit. Donc pour cette vidéo-là, on va parler du pendule pesant simple. Donc ça concerne les terminales C et E. Donc, c'est un système assez genre, pendule pesant simple, ou bien tout simplement pendule simple. Donc, pour ces gens de pendule, vous avez un objet qui est là, de masse M, qui est suspendu à un point fixe d'un fil. Voici le fil qui est là, de longueur L. Et cette longueur L du fil-là ne change pas. La longueur est fixe. Et la masse du fil est négligeable. Donc, et cette masse-là, cet objet ponctuel-là, qui est suspendu, va faire des mouvements. Ça, c'est ça, le pendule. Donc, le mouvement de la masse, cette masse M-là, d'un pendule simple est équivalent à celui d'une masse ponctuelle glissant sur une surface concave hémisphérique. Donc, vous voyez qu'un peu la trajectoire là, c'est un peu concave, non? Voilà, c'est comme s'il y avait une boule, par exemple, ou bien une masse qui glissait sur cette surface concave. Donc, vous imaginez déjà le point d'équilibre, c'est ici. Et là, le pendule, la masse là est écartée. Et ça, le YM là, c'est cette distance-là. Ouais. Donc, lorsqu'on écarte la masse et sa position d'équilibre et en lâchant sans vitesse initiale, comme ici, on a écarté et on lâche sans vitesse initiale, ou de sa position d'équilibre, on lui communique avec une vitesse initiale. C'est-à-dire qu'ici aussi, on pouvait la masse pouvait être là et on tape sur la masse, par exemple, avec une vitesse et pour que ça passe, ça commence à osciller. Donc, la masse va effectuer des oscillations d'amplitude alpha M, l'amplitude maximale, pendant une longue durée, lorsque les frottements sont négligeables. Donc, s'il n'y a pas de frottement, la masse va faire des mouvements d'amplitude. Ce que vous voyez là, alpha M là, c'est l'angle qui est ici. Donc, je vous remets ça ici. L'angle qui est ici. Donc, on peut considérer le mouvement là comme angle ici. Donc, en ce moment, on va parler de l'angle maximal. Ou bien, on peut parler aussi de la distance ici. Vous voyez, ça, c'est comme un arc de cercle. Mais ça aussi, ça implique l'angle aussi. Voilà. Parce que distance, on connaît périmètre et la, la longueur de cette portion de cercle, par exemple, est égale à quoi? Est égale à l'angle et multiplié par les rayons qui est ici, là, les rayons, là, est tout simplement les L. C'est comme périmètre du cercle. Vous savez, pi, et 2pi fois R. Le 2pi, là, c'est l'angle dans un cercle, l'angle complet dans un cercle. Mais c'est en radian, c'est pas en degré. Donc, 2pi fois R. Donc là, si on veut cette portion-là, la distance sur cet arc de cercle, là, ça fait l'angle ici, c'est-à-dire alpha M multiplié par L. OK. Donc, on va étudier maintenant expérimentalement le mouvement de cette pendule simple. Donc, la période, vous connaissez ce qui veut dire la période. Dans la vidéo précédente, on avait parlé de la période aussi. La période, elle est constante. La période T0 est constante lorsque l'amplitude des oscillations est petite, c'est-à-dire l'amplitude, l'angle est inférieur à 10 degrés. Voilà. C'est l'isochronisme des petites oscillations. Donc, T0 est appelé période propre du pendule simple. Et cette période-là, T0, est une fonction croissante de la longueur.
et aussi une fonction décroissante de l'accélération du pesanteur. L'accélération du pesanteur léger. Donc, fonction croissante de la longueur. Voici la formule de la période. Vous voyez la formule. T0 égale à alpha racine carrée de L sur G. Ou bien, on peut remplacer alpha, mais disons c'est lambda. Hein, lambda égale à dpi. Donc, ça fait que T0 égale à dpi racine carrée de L sur G. Donc, cette période-là, on dit qu'elle est croissante, une fonction croissante de la longueur. C'est-à-dire, si la longueur augmente, la période aussi va augmenter. Vous voyez, si vous augmentez ici les L qui est au numérateur, tout ça va augmenter. Voilà. Mais si vous augmentez les G, ça va diminuer parce que le dénominateur a augmenté. Voilà pourquoi on dit que c'est une fonction décroissante de la pesanteur. Et bien sûr, pesanteur, on ne peut pas augmenter comme ça de façon naturelle. OK? Donc ça, c'est l'étude expérimentale pour avoir la période. On va parler maintenant des dynamiques du mouvement même. Donc, le mouvement, vous voyez, pendule qui est là, peut-être position d'équilibre est là, suspendu. Si on écarte, on lâche, le pendule va se mettre à osciller comme ça. C'est ça la dynamique du mouvement et du pendule. Donc, si on considère ici notre système étant pendule dans le champ de pesanteur, ce système-là est un système fermé et conservatif. Fermé et conservatif, on a déjà parlé ça dans la vidéo précédente. Ça veut dire que l'énergie mécanique là, l'énergie mécanique du système est constante. Donc, l'énergie est constante. Ça signifie beaucoup de choses. Parce que cette masse-là, si vous voulez une boule, cette masse ponctuelle, elle possède de l'énergie cinétique. Vu qu'elle est en déplacement, la masse est en train de mouver. On est d'accord, il y a une vitesse. Donc, le fait de se déplacer là, à un instant T, il y a une énergie cinétique. Maintenant, du fait de sa position élevée et par rapport au sol, supposons que ici c'est le sol, disons que on peut considérer que la position des énergies potentielles là, c'est 0 ici. Voici pourquoi c'est écrit E potentiel là, potentiel de pesanteur PP égale à 0 ici. On considère cette position là comme position des énergies potentielles 0. Donc, si le pendule là, s'il est solide aussi, vous voyez qu'il y a une hauteur, voilà, cette distance entre ces niveaux au niveau de l'énergie potentielle 0 là, ça, à cause de cette position élevée là, le pendule, disons la masse, a une énergie potentielle. Voilà. Ici, sa position varie par rapport au sol. Donc, il y a l'énergie cinétique et il y a l'énergie potentielle. Ça veut dire que c'est la somme des deux qui va faire notre énergie mécanique là. Et on a dit que le système est conservatif, fermé. Ça veut dire que cette énergie mécanique est constante. C'est comme dans la vidéo précédente où on avait parlé des pendules élastiques là. Et les énergies là se convertissent. Donc, au cours du mouvement aussi, c'est pareil. Lors du mouvement du pendule, toute l'énergie potentielle se transforme en énergie cinétique et vice-versa. Donc, on avait dit ça aussi pour le pendule élastique. Ici, par exemple, la position est très haute. Donc, l'énergie potentielle est au maximum. Mais la vitesse s'annule ici avant de revenir. Donc, arrivé ici, vous voyez que la hauteur est nulle parce qu'on a considéré le niveau 0 ici. Hauteur est nulle, ça veut dire que l'énergie potentielle est nulle. Mais par contre, la vitesse est maximale ici. Et avec cette vitesse maximale, une fois que ça franchit cette position, la vitesse commence à diminuer. Vitesse diminue, c'est-à-dire l'énergie cinétique aussi diminue, mais l'énergie potentielle augmente parce que la hauteur va augmenter. Arrivé là encore, voilà, c'est le cycle qui recommence. Donc, voici la formule de l'énergie potentielle de pesanteur et voici la formule de l'énergie cinétique. Cette formule de l'énergie potentielle là, c'est l'énergie potentielle, on vous a dit, c'est mg fois h. Voilà. mgh, normalement, on va expliquer pourquoi c'est 1 moins cosinus de alpha. Et là, l'énergie cinétique,
1 demi de mv carré. Donc, cette formule-là, on n'a pas besoin d'expliquer ça là. Maintenant, pourquoi les 1 moins cosinus alpha là? C'est à cause, vous vous rappelez que la longueur là, on avait dit que c'est L, non? La longueur de la corde, c'est L. Maintenant, comment on peut avoir cette position là? Et si vous voyez que cette position égale à la longueur totale là, cette longueur, ça correspond à la longueur de la corde L. Ça aussi, c'est L si vous voulez. L ici aussi et L là. Donc, nous voulons cette hauteur, c'est-à-dire la position de, de la masse par rapport à la référence zéro. Donc, vous êtes d'accord que cette position-là, c'est égal à cette distance. Et c'est égal à L du tout, moins cette distance. De là à là, du sommet, ici, jusqu'à là. Si vous voulez, on va appeler ça, c'est pas I, une distance I, par exemple. Donc, la distance L, là, la longueur du fil, moins la distance qu'on a nommée I, là, va nous donner la hauteur ici. Alors que cette distance qu'on a nommée I, là, si vous regardez bien, par rapport à l'angle, en appliquant cosinus de cet angle, on pourra avoir cette distance. Cosinus de cet angle-là, ça fait côté adjacent, c'est hypoténuse. Et cette hypoténuse ici qui se trouve être égale à la longueur L encore du fil. Donc, de ce fait-là, on peut dire que ça fait L cosinus alpha, cette longueur-là. Ça fait L cosinus alpha. Voilà. Puisque cosinus alpha, ça fait la longueur I là. Et, on divise par l'hypoténuse qui est L. Voilà. Cosinus alpha égale à côté adjacent sur hypoténuse. Donc, si on tire là-bas, cette distance I, on aura que cette distance égale à L cosinus alpha. Maintenant, pour avoir notre distance, notre hauteur là, pour calculer la pesanteur, cette hauteur, on avait dit que ça fait L, ça fait tout ça qui est L, moins les I là. Donc, ça sera L moins L cosinus alpha. Donc, c'est L moins cosinus L moins L cosinus alpha là. Si on factorise par L, voici ce que ça va donner. Puisque vous voyez, si vous voulez développer le L là-dedans, ça va faire L moins L cosinus alpha. Donc, le L là, c'est cette distance. Et le L cosinus alpha, c'est cette distance qu'on avait nommée I ici. Donc, ce qui explique que la formule de l'énergie potentielle là est comme ça. Ok, j'ai remis la figure là ici. On continue avec, toujours avec pendule, exemples simples. Maintenant, on va parler de l'équation différentielle. Vous vous rappelez quand on avait fait pendule élastique là, on avait dit qu'on pouvait obtenir l'équation différentielle là en utilisant juste le fait que l'énergie mécanique là soit chose constante là. Donc, si l'énergie mécanique est constante, ça veut dire que sa dérivée par rapport au temps égale à nul, puisqu'elle ne varie pas dans le temps. Donc, l'énergie mécanique étant la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, on peut dire que ça fait dériver de tout ça par rapport au temps. Donc, comment la vitesse va varier dans le temps? Dérivé de la vitesse ici. Et ici, qu'est-ce qui varie dans l'énergie potentielle là? C'est l'angle. Donc, dérivé de l'angle dans le temps. Comment la vitesse va varier dans le temps? Comment l'angle là va varier dans le temps? Donc, on dérive ici, c'est-à-dire N et les V et puis les alpha. Donc, V au carré, si vous voulez dériver une fonction au carré, ça fait quoi? V, dérivé de V, d'abord la puissance qui est là, va descendre pour en faire un coefficient. C'est le D qui est là. Vous êtes d'accord qu'elle est 1 demi fois M là. Ça, c'est juste une constante. Cette constante-là qu'on a remis ici, sans rien changer. Maintenant, dérivé de V au carré, ça fait 2 fois V prime V.
D fois V prime V. V ici, là, en physique, c'est comme ça, la dérivée. OK? Donc, ça fait dérivé de ça. Maintenant, dérivé de ce qui est là, là. C'est ça en V. Donc, on aura, ça, c'est une constante, MGL. MGL. Ça reste là. Dérivé de 1, comme c'est une constante, ça fait 0. Maintenant, dérivé de ça, dérivé de cosinus, ça fait moins sinus, non? Donc, comme il y avait un autre mot ici, c'est ça qui fait que ça va devenir plus. Maintenant, comme c'est une fonction, ça fait dérivé de la fonction alpha, dérivé de alpha. Et si c'était x, dérivé de x, ça fait 1, non? Voilà pourquoi on met rien si c'est x. Donc là, on est obligé de dériver de alpha, alpha prime. Voilà. Moins sinus de alpha. Donc c'est ça la dérivée des choses. Donc si vous voulez, allez-y revoir les cours sur dérivée en mathématiques et vous allez voir que dérivée d'une fonction, c'est comme si c'était fonction composée. G rond F ou bien U rond G là. Vous allez voir comment on calcule ça. Donc MGL alpha, dérivée de alpha, sinus alpha. Donc tout ça doit être égal à 0. Donc là, on peut simplifier certaines choses. Déjà les 1 demi ici avec les D ici, ça va partir, on est d'accord. Et on peut factoriser ici par quoi? Par M. Il y a M ici, il y a M ici. Voilà. Mais déjà, on peut parler de, de ça. La vitesse là, c'est vitesse égale à la dérivée de la position. Donc vous vous rappelez la formule de la position là. La position, si un arc de cercle, la distance parcourue, la distance, la mesure d'un arc de cercle, c'est quoi? On avait dit que c'est quoi? C'est L fois alpha, la longueur c'est rayon fois l'angle, en fait. L'angle étant radial. Donc, c'est ça qu'on a mis ici. Vitesse et dérivée de la position. Donc, c'est dérivé de L fois alpha. Donc, ça fait, et, si vous dérivez la vitesse là, ça revient à dire comme ça. Et celui-là, L fois, ça c'est pas une double dérivée. L fois, si vous dérivez la vitesse, c'est comme si c'était l'accélération, non? Non, c'est comme si c'était la double dérivée de la position. C'est ça qui est là. L fois double dérivée de alpha. Maintenant, la vitesse elle-même, c'est juste la dérivée de la position. Et la position, je répète encore, c'est L fois alpha. C'est comme l'arc de cercle. La distance est un arc de cercle. C'est le rayon multiplié par l'angle. Voilà. Donc, si on dérive ça, le rayon multiplié par l'angle, L, le rayon multiplié par l'angle, la dérivée de ça, c'est ça qui donne la vitesse. Donc, on peut remplacer facilement les V point là par ça et les V par celui-là. Donc, en remplaçant, d'abord, on factorise par M, on peut factoriser, étant donné que celui-là sera remplacé par L, alpha, double dérivé de alpha, et puis celui-là par L, dérivé de alpha. Donc, on aura L ici, et là, si vous remplacez, au lieu de remplacer, si vous remplacez ici par L, les L alpha là, et étoile, et L fois alpha dérivé de alpha, celui-là, si vous le remplacez par V, vous allez voir qu'on pourra factoriser plus facilement aussi, si vous voulez.
Donc, on peut remplacer celui-là par D. Et celui-là par ça. Donc, si vous faites bien, vous pouvez factoriser comme ça. MVL, facteur de alpha, double dérivé de alpha, plus G sur L, sinus de alpha égale à 0. Donc, ça égale à 0, ça signifie que ça, là, celui-là égale à 0. Parce que ça, c'est pas nul. Donc, ça fait double dérivé de la position, plus G, L, sinus alpha. Donc, l'angle là ici qui matérialise la position. Donc, pour les petites valeurs de alpha là, ça c'est ce qui en règle générale. Si alpha est petit, sinus de alpha égale à peu près à alpha. Donc, le sinus de alpha qu'on a ici là, on peut le remplacer par alpha tout simplement, à condition que alpha soit petit. Donc, on peut dire que l'équation finale va être ça. Double dérivé de alpha plus G sur L alpha égale à 0. Donc, là aussi, on obtient une équation de type équation différentielle de second ordre. Donc, voici les solutions qu'on peut obtenir. Solution des équations différentielles. Vous voyez que c'est similaire au mouvement et au cas des pendules élastiques, là, verticales et horizontales. Donc, ces solutions-là, ce sont des solutions harmoniques. Si vous faites la représentation graphique, ça va donner juste sinusoïdale, une représentation sinusoïdale. Donc, la double dérivée de la position, la position ici, c'est alpha qui nous donne la position. L'angle, l'écart de l'angle donne la position. Si on dérive deux fois ça, si en prenant en considération cette position, vous allez voir qu'on va obtenir ça. On avait expliqué ça aussi dans la vidéo précédente. Dérivé de ça, ça fait dérivé de toute cette fonction multiplié par dérivé de cosinus de ça, à peu près. Donc, si vous dérivez cette fonction, ça va donner oméga. Ça, c'est 0. Oméga t, si vous dérivez par rapport au temps, ça fait oméga. Donc, on aura un oméga dehors qui va se multiplier avec tout le reste. Et celui-là va devenir sinus avec un moins. Ça, c'est la première dérivée. Mais il ne faut pas oublier que c'est double dérivée. On veut dériver deux fois. Donc, la fonction qu'on a obtenue sinus là, pour la première dérivée, on dérive ça encore. La deuxième dérivation va nous donner un autre oméga qu'on va mettre ici. Il y avait déjà un autre oméga ici. Donc, ça fait oméga au carré. Maintenant, la première dérivée, on avait, les cosinus étaient devenus sinus, non? Si on dérive une deuxième fois, le sinus là va redevenir cosinus. Mais le moins reste le même quand même. Et on va retrouver cette forme-là encore, avec moins. Donc, cette forme-là, c'est tout simplement alpha encore. C'est l'abscisse, parce que la formule de l'abscisse est là. Donc, voici pourquoi c'est moins oméga carré alpha égale à moins G sur L alpha. Ça là, ça vient d'où? Ça vient d'ici. La double dérivée de alpha, ça c'est la double dérivée de alpha, de la position. Alpha, c'est la position. On est d'accord? Et on a dit la double dérivée de alpha, ça c'est double dérivée de alpha. Si vous prenez tout ça là, vous ramenez ici, ça va faire moins GL alpha. C'est le moins GL alpha là qui est. Donc, on arrive donc à trouver que ça, celui-là égale à ça. Donc, en laissant tomber les alpha, ça veut dire que les alpha et les moins, on aura que oméga carré égale à G sur L. C'est ça qui est là. Donc, oméga sera égal à la racine carrée de G sur L. Donc, dans ce cas, comme on a la formule de la période, on peut dire que la période est égale à D pi racine carrée de L sur G. Juste des démonstrations. OK. Donc, l'équation différentielle là, peut aussi être établie en fonction des, des forces là, en projetant les forces là dans un repère.
Vous rappelez des mouvements circulaires quand on avait étudié eh, la cinématique. Donc, si je trace un cercle comme ça, il y a une composante tangentielle, une composante normale qui va vers le centre du mouvement. Donc, comme ici, on va prendre les deux axes-là, cet axe et puis cet axe comme les axes du repère. Donc, si vous appliquez le théorème des centres d'inertie, somme des forces extérieures égale à MA. Donc, MA, les forces extérieures qu'on a, c'est le poids et la tension du fil, P plus T. Donc, si on projette ça sur ici, qu'est-ce qu'on aura? Là, on va avoir le... Parce que si on projette cet axe-là, comme étant donné que celui-là est perpendiculaire à l'axe, la tension est perpendiculaire, donc le T sera 0 si cet axe. Mais le P va avoir deux composantes en réalité. Voilà. Si vous faites ce repère, dans ce repère-là, on aura comme ça et comme ça. Une composante de P qui va être comme ça et négatif. Et l'autre composante sera si cet axe, la composante si cet axe. Donc, on aura MA égale à moins MG sinus alpha. MA là, c'est juste ça. Moins MG sinus alpha. Et là, on obtient quoi? Que A, puisque les M là, on peut les faire partir. Donc, A égale à moins G sinus alpha. C'est ça qui nous donne L fois la double dérivée de la position. Donc, finalement, on peut obtenir ça encore. Vous voyez, c'est la même équation que quand on avait fait les dérivations de l'énergie mécanique. Là. Donc, les solutions, si on prend cette solution comme les solutions de l'équation différentielle, là, on dérive ça pour avoir la vitesse. Donc, vous vous rappelez que la position, je viens de dire, c'est L fois alpha. Le rayon multiplié par l'angle. L fois alpha. Donc, L fois alpha. Donc, si on dérive alpha et qu'on multiplie par L, on obtient la vitesse. Donc, dériver de alpha fois L pour avoir la vitesse. Donc, on va dériver ça. Ça va faire moins sinus. Ça. On dérive ça. Ce qui est dedans là. C'est la fonction dérivée, dérivation de fonctions composées. Mathématiques. Il faut revoir notre cours sur la dérivation. Ça fait oméga qui sort là. Moins sinus de tout ça encore. Voilà. Et le L là, c'est le L qui était là. Donc ça, c'est la vitesse. Donc on remarque quoi? Lorsque la vitesse est nulle, la position angulaire est extrême. Et lorsque la position angulaire est nulle, la vitesse est extrême. Voilà. Donc, j'avais déjà expliqué ça. Quand la position angulaire là est ici, au max, la vitesse est nulle. Donc la vitesse s'annule avant qu'il rebrousse chemin. Arrivé ici maintenant, la vitesse elle est grande, elle est au maximum, mais l'énergie potentielle est nulle. C'est-à-dire hmm, la position est, est nulle, c'est-à-dire l'angle est nul. Voilà. Si vous voulez aussi, vous pouvez considérer ça. Pour que celui-là soit au maximum, par exemple, pour qu'on gagne alpha m, il faut que ça soit égal à 1. Pour qu'on gagne alpha max. Pour que alpha soit égal à alpha max, il faut que ça soit égal à 1.
C'est alpha ne peut pas être supérieur à alpha max quand même. Donc ça là, ça peut pas être plus grand que 1. C'est ce que ça veut dire en même temps. Donc si tout ça là égale à 1, que alpha soit égal à alpha max, si tout ça égale à 1, c'est cosinus de quoi? C'est cosinus de combien qui donne 1? C'est cosinus de 0. Ça veut dire que tout ce qui est dedans là est 0. Et vous allez avoir cosinus de 0 qui donne 1. Donc tout ça, c'est 1. Ça veut dire que celui-là, alpha égale à alpha max. Donc si tout ce qui est dedans là, oméga t plus phi égale à 0, on vient, on les remplace ici. Sinus de 0, ça fait quoi? Ça fait 0. Donc, du coup, tout ça là va donner 0. Donc, vous voyez que quand la position est max, la vitesse, elle est nulle. C'est ce que ça veut dire. Donc, on dit que les fonctions vitesse et position sont en quadrature de phase, déphasage de pi demi, comme dans le pendule élastique. Ok, on va essayer de généraliser maintenant la formule de l'énergie mécanique là. L'énergie cinétique, on connaît déjà 1 demi mv carré. Donc, 1 demi de v là, c'est ça qui est là. Donc, on a tout simplement remplacé par le v carré là, par tout ça là au carré. Donc, automatiquement, le moins va disparaître. On aura oméga carré, voici oméga carré. On aura L carré, voici L carré. Alpha M au carré, alpha M au carré. Et sinus de tout ça là au carré, sinus là aussi au carré. Ok? Maintenant, l'énergie potentielle. Donc, on connaissait la formule de l'énergie potentielle. Et maintenant, on peut remplacer les 1 moins cosinus alpha là. On peut le remplacer par alpha au carré sur 2. Ça aussi, c'est une règle générale. On peut le faire. Donc, du coup, on peut dire que l'énergie potentielle là égale à 1 demi de mgl alpha carré. Et alpha là, c'est tout ça là, au carré. Donc, ça va donner alpha m au carré, alpha m au carré. Et cosinus de tout ça au carré, cosinus de tout ça au carré. Mais il y avait 1 demi. Celui-là, les 1 demi là, c'est ça qui est là, divisé par 2. Donc, étant donné que l'énergie mécanique égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, on peut obtenir ça facilement. L'énergie cinétique, vous allez voir on peut avoir les 1 demi mgl alpha m au carré là, dans tous les deux cas. Pour l'énergie potentielle, c'est facile. Les 1 demi, m, g, l est là, alpha m au carré, alpha m au carré. Donc, c'est-à-dire, on peut factoriser tout ça là par cosinus. Si si on arrive à trouver cette partie-là dans la formule de l'énergie cinétique, on peut factoriser par ça. Et pour faire cosinus carré, sinus carré. Et ça, c'est simple. Quand vous voyez ici, L, on a L au carré, oméga au carré. Qu'est-ce qu'on avait quelle est la relation entre oméga au carré et puis L? Ou bien, disons seulement oméga au carré. Le L au carré, là, on le laisse. Le oméga au carré, là, je retourne un peu en haut pour vous montrer ça. Oméga au carré égale à quoi? G sur L. Les alpha vont se simplifier, les moins vont se simplifier. Donc, oméga au carré, on peut dire que c'est G sur L. Donc, si vous remplacez ici dans cette équation, oméga au carré, là, vous le remplacez par G sur L, vous allez voir déjà que on a déjà notre G. Donc, comme il y a G ici, c'est bon signe. Le L qui est là, L au carré ici, comme il y a L qui est au dénominateur, G sur L, il ne faut pas oublier qu'il y a L au dénominateur, les L là vont se simplifier et on aura un seul L ici. Donc, du coup, on aura 1 demi M, L, alpha M, et puis G. Donc, on aura ça, cette expression exactement. Donc, on peut factoriser par ça. Donc, on aura cet ensemble-là, facteur de sinus carré plus cosinus carré. Alors que sinus carré plus cosinus carré, des mêmes angles, parce que c'est même angle, hein, oméga t phi, oméga t plus phi. Sinus carré plus cosinus carré, ça fait 1. Donc, c'est comme si donc, on revient à obtenir ça.
en énergie mécanique. J'espère que vous avez compris. Donc, on va parler maintenant d'amortissement. Amortissement, ça veut dire quoi? Quand le mouvement là tend à, on va parler terre à terre, tend à s'arrêter. Donc, ça va s'arrêter. S'il y a des frottements, ça va s'arrêter. Donc, l'amortissement des oscillations mécaniques, pour les pendules élastiques et les pendules élastiques horizontales non amorties, l'énergie mécanique demeure constante. Donc, variation dérivée de l'énergie mécanique donne zéro. Ça, c'est si ce n'est pas amorti. Okay? Mais dans la réalité, il y a des frottements. Et les frottements, là, on ne peut pas les négliger. Si ça, c'est la réalité, si c'est dans la réalité. Donc, les oscillations doivent eh, s'installer dans la durée. Et le système n'est plus fermé. C'est-à-dire le système perd de l'énergie. Donc, dérivé de l'énergie mécanique en ce moment-là correspond à la puissance des forces extérieures. Donc, l'énergie mécanique, dans ces cas, est une fonction décroissante du temps. L'énergie mécanique, elle décroît. Dans le cas du frottement visqueux, là, les forces de frottement opposées à la vitesse. Donc, force, vous allez avoir force de frottement égale à moins quelque chose, alpha V. C'est opposé à la vitesse de frottement. Donc, quels sont les différents types d'amortissement qu'on a? Donc, si on étudie les cas des pendules élastiques horizontales, les ressorts, là, vous vous rappelez, et avec les frottements visqueux, on applique les principes fondamentaux de la dynamique. Donc, voici l'équation qu'on peut avoir en projetant sur l'axe horizontal, l'axe X. Vous vous rappelez de ça, j'espère. Donc, on réécrit cette équation-là sous la forme canonique. La forme canonique, depuis la seconde, on aura ça. Donc, en ce moment, avec bêta égale à ça et oméga carré égale à ça. Avec ça, on peut dire que c'est une équation différentielle linéaire d'ordre de coefficients constants. Donc, dès lors, à partir de cet instant-là, on obtient trois régimes pour l'amortissement. Donc, le premier régime est l'amortissement fort. C'est-à-dire, vous avez le pendule est ici à l'amplitude maximum X max et ça décroît directement un coup, il part à sa position d'équilibre. Il n'y a pas à aller pour remonter encore. Non, non. Une fois qu'il atteint sa position d'équilibre, c'est fini. Donc, en ce moment, voici les solutions qu'on a. A exponentielle de R1t plus B exponentielle de R dt. Donc, les R1 là, c'est ça. Les RD, c'est ça. Donc, les A et les B sont des constantes à déterminer par les conditions initiales. Le régime est apériodique. Il n'y a pas de période. Il consiste en un retour vers la position d'équilibre, sans oscillation. Donc, il part juste arriver à la position d'équilibre, il s'arrête là-bas. Il n'y a pas à faire de revenir à faire des oscillations. On va parler maintenant d'amortissement faible. Donc, ça, c'est pas trop fort. C'est pas un coup. La solution générale, donc, des amortissements faibles, là, c'est ça. Il y a oscillation, mais ça diminue peu à peu, jusqu'à s'annuler. C'est pas un coup sec comme oscillation forte, comme amortissement fort. Amortissement faible, donc solution générale de ça, voici la solution générale. J'espère que vous comprenez que ces solutions de l'équation différentielle, là, on est en train d'exhiber comme ça, avec les différents types d'amortissement. Donc, en ce moment, les phi là et puis les A sont déterminés par les conditions initiales. Et les oméga T sont donnés par ces formules. Vous pouvez remplacer. Donc, ce régime-là est pseudo-périodique
Il consiste à une oscillation sinusoïdale dont l'amplitude décroît exponentiellement avec le temps. Donc, ça décroît, l'amplitude là diminue jusqu'à s'annuler. Amortissement critique. Ça, pour les amortissements critiques, voici la solution générale. Donc, quand on dit solution générale, là, c'est pas, ça englobe tout. Donc, si vous voulez une solution particulière, peut-être c'est les constantes là qu'il faudra remplacer. Donc, cette situation correspond au retour à l'équilibre sans oscillation le plus rapide. C'est un peu pareil à l'oscillation forte là. Le plus rapide possible, retour à l'équilibre. OK. Pour maintenant, pour pouvoir maintenir les oscillations d'amplitude constante, c'est-à-dire si on ne veut pas qu'il y ait d'amortissement, alors qu'il y a des frottements, les frottements là vont essayer d'amortir les oscillations, non? Donc, pour pouvoir obtenir des oscillations d'amplitude constante, pour que ça ne s'arrête pas, alors qu'il y a des frottements là, il faut maintenir l'énergie mécanique du système. Dans le cas de, par exemple, du pendule là, c'est-à-dire pendule simple là, qu'on vient de voir là, peut-être à chaque fois, il faut donner un coup à la masse pour qu'elle continue d'osciller. Il faut taper dessus, que ça continue d'osciller. Voilà. C'est comme une balançoire, par exemple. À cause de frottement, si vous avez quelqu'un qui vous pousse par derrière, vous allez toujours continuer à balancer. Dès qu'on arrête d'apporter du soutien, quelqu'un arrête, la personne qui pousse derrière arrête de pousser, c'est fini. Ça va s'amortir, ça va s'arrêter. Donc, c'est la même chose. Si on ne veut pas que ça s'arrête, si on veut que l'amplitude soit constante, il faut apporter de l'énergie. Il faut maintenir l'énergie mécanique du système constante. Donc, pour cela, il faut effectuer en permanence des transferts d'énergie mécanique de puissance positive vers le système qui compense exactement les transferts de puissance négative des forces de frottement. Donc, il faut que ce soit exactement ce que les frottements la font perdre comme énergie que vous apportez. En ce moment, vous maintenez le système, les amplitudes constantes. Donc, voici un peu variation de l'énergie mécanique. Travail du moteur plus travail du frottement doit être égal à 0. Travail moteur, travail frottement doit être égal à 0. Donc, si vous dérivez dans le temps, et c'est dérivé de l'énergie, ça fois la puissance. Donc, la puissance motrice plus puissance de frottement doit être égale à 0. Voilà. OK. Voici un exercice que vous pouvez faire. Donc, on a un ressort et on écarte cet ressort-là de sa position d'équilibre de 2 cm. La raideur du ressort, c'est 10 newtons par mètre. Voilà. Et il y a une masse qui est accrochée à ce ressort-là. Les frottements sont négligeables, sont négligés. On dit d'établir l'équation différentielle du mouvement de la masse. Donc, vous pouvez faire ça très rapidement en faisant l'inventaire des forces et projeter les forces là sur l'axe X, l'axe des ressorts là. Donc, on sait que la condition initiale qu'on nous a donnée, c'est que les X max égale à D mètres, D centimètres. Donc, ça suffit largement. Donc, référentiel, système masse, ressort et masse. Référentiel terrestre supposé égaler, voici les forces, poids, poids de la masse, réaction du support, tension du ressort, voilà, absence de frottement, donc système isolo-conservatif. Donc, si on dérive l'énergie mécanique, ça va donner 0. Donc, la formule de l'énergie mécanique pour un ressort et pendule élastique horizontal, là, on connaît la formule. Donc, il suffit de dériver ça.
Donc, dérivé de V et dérivé de X. Si vous dérivez V, ça va donner quoi? Si vous dérivez X, ça va donner ça. Donc, c'est juste une répétition du cours direct. Vous pouvez aussi projeter ces forces-là sur les axes. Il y a des manières pour obtenir la solution. Donc, ça là, c'est pas la peine, ça est juste dans le cours. On a tout expliqué dans le cours, mais dans la vidéo précédente. Donc, je vous invite à revoir les explications de ces équations-là dans la vidéo précédente. Voilà. Donc, voici l'équation en question, l'équation différentielle. Voilà. La double dérivée de x plus k sur m, x égale à 0. Et les solutions, on les connaît. Donc, l'énergie mécanique vaut ça. On a démontré ça aussi dans la vidéo précédente. Je vous invite à revoir et vous pouvez calculer cette énergie. Si vous connaissez K qui est égal à 10, il faut juste faire attention aux conversions. Et XM, on connaît, ça fait 2 cm. Donc, les 2 cm là, il faut convertir ça en mètres pour ne pas faire d'erreur. Et vous pouvez calculer votre énergie mécanique. Donc, je pense que c'est tout. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous dans une autre vidéo. Je vous invite vraiment à partager, liker et commenter. Merci bien.